leurs oreilles, qui entendent, qui notent un peu ce que l'on dit, mais dont toute l'activité c'est de tendre l'oreille. C'est uniquement ça. Donc ça serait un peu un jeu de mots, cette autobiographie, là-dessus. Il y a l'institution qui est celle du cours magistral et de l'université classique, qui est celle de la réunion des étudiants qui ne sont qu'oreilles et auxquels on demande de n'être qu'oreilles, et ensuite les autres formes d'oreilles qui seraient les institutions nouvelles, c'est-à-dire ce qu'il appelle, lui, les institutions du oui, celles qui sont consécutives à l'enseignement de Zarathustra. Donc il y aurait une conversion autour de une sorte de bascule de ce mot oreille autour de l'ancienne table, comme on dit table de la loi, les anciennes tables, c'est-à-dire les anciennes règles, les anciens modes universitaires, puis ensuite une autre forme de tendre l'oreille. C'est ce qui permettrait ici de faire appel dans ce passage à ce texte qui n'avait pas été publié et qui contient des vues sur Nietzsche, des vues de Nietzsche sur l'État, sur le maître, sur le Führer, qui a été mal interprété et qui a fait accuser Nietzsche justement de donner son assentiment à une pensée de type nazi, etc. Quel est le nom de ce texte? Oui. L'avenir de... Oui. Le nom de ce texte, c'est quoi? Le nom du texte. Le nom du texte posthume. L'avenir des établissements d'enseignement. De nous, je ne sais pas quoi. Oui, 18, mais c'est dans le livre de poche de 1873. Ça a été publié juste. Ça a été prononcé sans des conférences, 72, oui. Ça s'appelle très exactement. Ça a été composé après les considérations intempestives sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. Mais ce sont des conférences qu'il a prononcées, mais qu'il n'a pas publiées, et qu'il ne voulait pas que l'on publie, justement à cause de leur forme, à cause des idées qui n'étaient pas tout à fait au point. Et c'est autour de cela que se trouve le dernier texte de Derrida, sur lequel je ne ferai aucun commentaire, parce qu'on n'a pas le temps, mais qui est peut-être plus clair dans son intention, puisqu'il présente justement la conception de Nietzsche relativement à l'abandon des formes actuelles de l'enseignement, mais pour les placer sous... C'est ça qui a donné lieu à contestation par les lecteurs contemporains, pour les placer sous une direction autoritaire, entraînante, qui serait celle d'un Führer, qui serait celle d'un maître, remplacée par un maître la libre discussion universitaire. Donc tout cela, Derrida l'expose, on expose l'ambiguïté également, l'impossibilité de considérer bien évidemment qu'il y a là quelque intention de type fasciste ou nazi chez Nietzsche, mais d'autre part, le fait que les formules qu'il utilise sont tellement ambiguës qu'elles ont pu être utilisées par des régimes autoritaires ou fascistes pour rallier, pour accaparer le patronage de Nietzsche, comme l'a fait à un certain moment l'hitlérisme, et contre lequel s'est rebellé d'ailleurs assez rapidement, même avant-guerre, un certain nombre se sont rebellés, un certain nombre d'intellectuels français en particulier,
Georges Bataille, Jean Val, etc., Klosowski, tous ceux qui ont écrit dans 1937 contre l'accaparement de Nietzsche par l'interprétation du nazisme, dans la revue Acéphale, qui est une première, on pourrait dire, de ce point de vue-là, réhabilitation de Nietzsche, une rectification de Nietzsche dans sa donc, avec un frontispice qui est une gravure d'André Masson qui représente une sorte de personnage sans tête, c'est-à-dire qui célèbre justement ce qu'on pourrait appeler de nom l'anti-intellectualisme, mais l'anti-intellectualisme peut être pris dans un mauvais sens. Il faudrait peut-être dire, alors dans ce cas-là, une pensée qui est inspirée par le dionysisme, bien que Dionysos ait eu une tête, mais l'acéphale, c'est une critique de la subordination de l'ensemble des fonctions corporelles et affectives à la pensée pure. C'est la réhabilitation du corps, comme chez Nietzsche. Le mot est intéressant, peut-être qu'il n'est pas très très bien choisi, parce que on ne peut pas dire que Zarathustra soit quelqu'un d'acéphale, bien qu'il soit destiné à l'éloge du corps, à l'éloge du désir, puisqu'il y a également quelque chose comme une puissance, une volonté qui n'est pas exactement acéphale. Mais enfin, je renvoie à ce texte, puisque c'est ainsi qu'il s'est nommé, que la revue a été publiée. Je ne sais pas s'il y en a eu quelques numéros, très peu, mais elle est restée. Elle a paru et a subsisté en 1937. Peut-être y en a-t-il eu plusieurs numéros. Je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Mais vous cherchez de toute façon Acéphale et vous trouverez forcément cette revue Acéphale et des articles qui ont été consacrés à ce que l'on peut appeler la justification, la réhabilitation de Nietzsche, et en particulier de l'accaparement qui en avait été fait par sa sœur, Foster, Elisabeth Foster, qui avait remis les archives Nietzsche à la gestion du gouvernement nazi. Bon, écoutez, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Je te remercie, et comme dernière minute, je laisse à la salle, ce qui est un mot un peu ambitieux, puisqu'elle est elle n'est pas totalement vide, ce que je ne veux pas le dire, puisque ça serait une offense à ceux qui l'occupent. Donc, quelques personnes de la salle. Moi, je pense que sur le plan pédagogique, justement, comme vous avez évoqué l'idée de la pédagogie, cette nouvelle pédagogie qui serait fondée par une certaine philosophie de l'éternel recommencement, de l'éternel retour, serait été très intéressant de voir quel est le contenu de cet éternel retour, pour pouvoir évidemment voir quel serait le contenu de la pédagogie qui en découlerait. Alors cette philosophie de l'éternel retour, c'est quoi? C'est quoi cette philosophie de l'éternel retour? En quoi est-ce qu'elle allait manifestement donner lieu à une nouvelle pédagogie? Oui.
ma question c'est qu'il a prôné une nouvelle pédagogie qui serait fondée sur la philosophie de l'éternel recommencement, de l'éternel retour. Et je demande, mais c'est quoi cette philosophie de l'éternel retour que prône Nietzsche? C'est quoi cette philosophie-là de l'éternel recommencement? Quelle est la nature de l'éternel retour dans la pensée? Comment veux-tu poser cette question? C'est une question très délicate qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations qui ne sont pas toutes identiques les unes les autres. La position de Deleuze est très affirmative sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'éternel retour du même, mais l'éternel retour, c'est ça, de l'affirmation de la différence. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est extrêmement complexe et d'ailleurs un petit peu, comment pourrait-on dire, un peu sophistique, un peu byzantin comme définition. Est-ce que c'est l'éternel retour du même? Est-ce que c'est le retour de la différence, c'est-à-dire, est-ce qu'il est, comme le dit Deleuze, sélectif? Parce qu'un passage des savoirs fait de l'éternel retour un moyen de sélection, c'est-à-dire un peu d'ailleurs comme dans le Faust de Goethe, où il y a Verweile doch du bist so schön, c'est-à-dire que Goethe fait un pari avec Méphistophélès en disant il se voue à lui s'il lui permet de trouver un instant dont il pourrait dire « Arrête-toi parce que tu es trop beau ». Et il y a un passage un peu semblable chez Nietzsche, c'est-à-dire est-ce que tu pourras dire de quelque chose, je le veux ainsi, je veux que cela se répète. Donc l'éternel retour serait un moyen sélectif. C'est et non pas quelque chose qui représenterait la répétition identique du même. Je pense que la façon dont Nietzsche, et d'ailleurs Zemel l'a bien relevé, le décrit, le caractérise à la fois dans sa correspondance et avec Peter Gast en particulier, et également dans Zarathustra, c'est quelque chose qui n'est pas exprimable d'une façon totale sur le plan de la démonstration, mais fait partie de ce que l'on pourrait appeler une sorte d'intuition, un peu dans le genre de l'intuition bergsonienne à certains moments, c'est-à-dire une possession des choses, quelque chose qui est chez Nietzsche une sorte de sentiment ou d'extase, de confusion ou de communication dans un sens particulier, mis entre guillemets, un peu comme le fait Bataille, avec les êtres et les choses. L'éternel retour, c'est bien quelque chose qui est l'ouverture de soi. C'est accompagné de quelque chose qui est assez semblable aussi, je crois, personnellement, à ce que on trouve chez Rilke, qui n'est pas nietzschéen sur ce plan-là, mais qui est exprimé sous la forme de l'ouverture, de l'ouvert. L'éternel retour, c'est le fait qu'il y a un autre temps que celui qui emporte tout, quelque chose qui est une véritable prise de conscience de l'éternité au sens du dépassement, de ce pas au-delà, c'est-à-dire du dépassement d'un temps qui emporte toute chose. Donc ce n'est pas l'immobilisation dans ce qu'on appelle le même, puisque c'est quelque chose qui, chez Nietzsche, d'ailleurs, est une ouverture au devenir.
c'est au moment où il y a une ouverture au devenir, où il y a une acceptation du devenir, où il y a cette pensée qu'il appelle profondément dionysiaque, que de fusion, d'ouverture sur les choses, que se manifeste à l'éternel retour. Maintenant, il lui donne aussi des expressions qui sont très apparentées à une expression, à des formes antiques de cette idée du cycle, de répétition du même, qui ne peut pas être exclu non plus. Il y a quelque chose qui, dans l'éternel retour, est l'expression d'une temporalité qui ne se confond pas avec la fuite des phénoménales historiques des événements, où il y a quelque chose qui oppose une sorte de stabilité justement du cosmos, de ce devenir, à la temporalité fugace des événements. Mais là, je ne vais pas me hasarder dans une interprétation à la va-vite de ce problème. Il faudrait lire ce qu'en dit Deleuze dans son Nietzsche, lire également, dans un sens beaucoup plus classique, l'interprétation d'Eugène Fink, par exemple, dans son Nietzsche également. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait de bataille également dans ses écrits sur Nietzsche. Il n'en parle pas tellement. Qui c'est qui en parle? Heidegger, dans son cours sur Nietzsche aussi, parle de l'éternel retour. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'interprétation de l'éternel retour de Heidegger et l'interprétation de l'éternel retour de Deleuze est complètement différente. Oui, c'est ça. Et sur cette base-là, que pour commencer à comprendre bien le processus structurel de l'éternel retour, si je peux dire quelque chose là-dedans, c'est que je prends un exemple très simple. C'est que je prends la différence avec A chez Derrida et je prends la déconstruction du A, du mot différence chez Deleuze. Je les prends tous les deux. Tu me suis? Alors, tu as deux manières comment on écrit la différence. On se pose la question sur le plan, disons, syntaxal, d'une part. Et d'autre part, on va dire, mais en fin de compte, pourquoi la différence est aussi structurante sur le plan grammatologique par rapport aux deux philosophes français. Et on fait un stand-by et on revient à Heidegger et on voit qu'il y a une bifurcation dans l'être et puis il y a, c'est-à-dire on annule l'être. À partir de ce moment-là, comment peut-on comprendre l'éternel retour du semblable? Ça veut dire que Nietzsche disait qu'à partir du moment où à un certain moment, il se considère comme un prophète. C'est comme un rasso, là. Alors, à partir de ce moment-là, il dit c'est un retour éternel du semblable. Et c'est quoi le semblable pour lui? C'est Dionysos. C'est-à-dire qu'il veut revenir à l'époque de Dionysos tout en ouvrant des perspectives plus, disons, plus optimistes que l'actuel. Et sur cette base-là qu'il a écrit, je pense qu'un des meilleurs livres de Nietzsche, c'est les considérations inactuelles, qui sont, si vous voulez, qui sont entre les deux. Ils sont dans, comme lui personnellement disait, je suis dans le midi de ma chance. C'est-à-dire sa chance, c'est d'être vivant. Et midi, ça veut dire, c'est comme en anglais on dit les midnight, dans la moitié. Et les considérations intempestives font référence, si vous voulez, mais pas d'une manière aussi significative que Isho Homo. Parce que Isho Homo, pour moi, c'est une synthèse. C'est-à-dire que c'est une synthèse, voici l'homme, c'est voici mon autobiographie, mais signée à partir du père et à partir de la mère, dans un cadre de masque. Mais
je pense qu'on peut, René, honnêtement, c'est pour la question de l'éternel retour, il faut un travail, il faut un séminaire. On peut consacrer un séminaire pour l'éternel retour. Non, moi je n'aime pas ça. C'est pas du tout mon genre. J'en parlerai en tant qu'histoire de la philosophie, mais je n'adhère pas du tout. Il y en a pensé l'éternel retour, pas conséquent. Non, je donne comme exemple, et on a toute la vie devant nous. Tu es l'éternel retour, René. Tu es l'éternel retour, René, il n'y a pas de problème. Alors, tu vois. J'en parlerai de mauvaise grâce. Mais je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui le relie quand même à une révélation. Il y a quelque chose qui est un élément de révélation. La science est très forte de ce point de vue-là, c'est certain. Bon, mais je ne sais pas. Tant pis, alors nous nous renvoyons. Dans un mois. Comment il s'appelle? Parce que je n'ai pas la possibilité. Je te donne. Je fais une autre, c'est dommage. F-I-I-N-K. Alors, entre Deleuze et regarde, Tout ça, il a écrit le livre. Il a écrit le livre. De cette déconstruction de et la femme. philosophie. Et Deleuze écrit la philosophie de Nietzsche. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très important parce qu'il joue sur. Il a un chapitre sur le jeu métaphysique des enfants. Et il considère que Nietzsche, par exemple, Nietzsche considère tout le temps comme quoi c'est un enfant de 10 ans et un homme de 1000 ans, de 10 000 ans. C'est-à-dire qu'il anticipe l'avenir, en même temps il reste toujours dans ce jeu d'enfant. On vous remercie. Merci. Non, je vous remercie. Oui, merci. Applaudissements. Oui, bien sûr. Il fait froid. Et toi, tu vas avoir l'esprit serré dans ta tête. Oh, madame.